Bienvenue dans Les Vraies Voix et très heureuse de vous accueillir encore avec Philippe David jusqu'à 19h. Ça va être une émission un peu spéciale, Cécile. C'est-à-dire ? Alors, j'ai surpris un complot dans la rédaction. Une des vraies voix, je ne dirais pas qui, demandait à Ottilie, qui prépare l'émission en notre compagnie, de mettre de la digitaline dans mon café à petite dose pour m'empoisonner. Vous imaginez laquelle des vraies voix ça peut être ? Non, je vois pas. On n'a aucune idée de ce que ça peut être. Et vous êtes commandant de police et vous imaginez pas qui ça peut être quand on a nos trois vraies voix du jour. Non, je suis en enquête et je ne donne pas mes sources. Bon. C'est du Agatha Je voulais Christie. simplement dire que c'était en réponse à une infamie, comme d'habitude, que cet individu que l'on appelle l'individu, vous savez comment on dit chez la police, l'individu a été arrêté, cet individu qu'on appelle Philippe David. Voilà, Bon, c'est maintenant ça, vous c'est avez ça. le nom de la personne. Mais moi, j'assume complètement. Mais vous J'assume dites totalement. n'importe quoi Ah non, et non, ça c'est fait vrai, elle l'a moins dit. d'une minute qu'on est à l'antenne et je me dis waouh, ça va être long, ça va être très long. Ça va être l'enfer, c'est ça. En tout cas, bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h. 0826 300 300 avec ce numéro de téléphone que vous connaissez bien. On est ravis de vous retrouver, bien entendu. Et tout de suite, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour. À 17h30, le sentiment de violence augmente. Expression employée par Elisabeth Borne dans une interview au Figaro. La première ministre reconnaît un besoin d'autorité et une attente de sécurité, mais elle emploie aussi ce terme, sentiment de violence, comme si elle doutait de la réalité du phénomène, Philippe. Oui, alors parlons vrai, la parole d'Elisabeth Borne a-t-elle peut-être été un peu faible par rapport à la réalité en France ? Est-ce qu'elle avait d'ailleurs un autre choix que de dire cela ? Sinon, ce serait un aveu sur son échec total en termes d'insécurité. Est-ce que vous lui faites encore confiance, ainsi qu'au gouvernement, pour résoudre les problèmes d'insécurité en France ? Sentiment de violence, Elisabeth Borne est-elle dans le déni de réalité ? Et pour le moment, vous dites oui à 95%. Appelez-nous au 0826 300 300. Et on en parlera avec notre expert du jour, Michel Auboin, qui est haut fonctionnaire et préfet honoraire et essayiste. Et puis, le coup de projecteur des Vraies Voix à 18h30. Des policiers municipaux se mettent en grève de PV. D'autres envisagent de faire la grève pour les JO. Mouvement de fronde dans les polices municipales. Récemment, la première ministre a évoqué l'idée de leur donner plus de prérogatives, mais eux veulent aussi plus de reconnaissance et de meilleures conditions de retraite. Ils refusent, dit-il, de servir de palliatif à la moindre coût du désengagement de l'État. Alors parlons vrai, faut-il étendre le champ de compétences des policiers municipaux ? La revalorisation de ces métiers de policiers municipaux a-t-elle été négligée par les pouvoirs publics ? Est-ce qu'ils ne sont pas les policiers du quotidien ? La nouvelle Polprox, police de proximité comme on disait à l'époque. L'importance des policiers municipaux est-elle sous-estimée ? Vous dites oui à 93%. Et on en parlera avec notre expert, Cédric Michel, qui sera avec nous, président du syndicat national des policiers municipaux. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio. Et notre vigie, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, qui c'est lui qui dit des vraies choses et des fausses choses. Ça va, Philippe Bilger ? Mais ça va très bien, à part un rhume, ce qui me conduira peut-être à me désinvestir du Kikadi. Je laisserai tricher. J'ai compris. Je laisserai tricher face à moi. Oui, il laissera tricher Sébastien Ménard, c'est ce que vous voulez dire. Et vous verrez qu'il sera revigoré. Il dit ça, il c'est commence une déjà. feinte. C'est une feinte. C'est une feinte. C'est élégant tout de même. Ouais, c'est pas Oui, élégant, c'est c'est pour reconnaître d'emblée que provoquer j'aimerais une forme de victimisation, Oui. pour attendrir le cœur de Cécile, bien sûr, pour attendrir le cœur de Philippe David. Vous je n'attendrirez n'ai pas pas les besoin autres, de- ça c'est Il certain. a un cœur. Il a un cœur, non, ça n'est qu'un cœur d'ailleurs, c'est ça le problème en fait. Et Ouais, pourtant, vous vouliez le supprimer. Mais non, mais c'était symbolique. Comment vous Oui, dites, mais un les jour, femmes sont quelqu'un vous paradoxales. prendra au sérieux. Écoutez-moi, les femmes sont paradoxales, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Françoise de Bois, en tout cas. Françoise de Gaulle, la Dans le Violette rôle. Nozière des Vraies Voix. Quelle horreur. Quelle horreur. Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la foodtech. Ça va, Sébastien ? Ça va super bien. J'ai déjà été soudoyé par Françoise de Gaulle qui m'a amené des petits Non, mais bonbons pas du tout, acidulés. mais parce que ce type pense Voilà. qu'on a peur de lui. c'est Non, ça non, qui est mais dingue. en fait, il a j'ai- une telle image de lui. Non, mais je vais ce soir finalement répondre à un qui c'est qui l'a dit sur deux. C'est qui l'a dit sur deux. Comme ça, vous allez peut-être avoir une chance de gagner, Mais Françoise. je Eh ben, suis avec désolé, la veste que on vous a fait avez, égalité tenez-vous la à semaine carreau, dernière. Sébastien Ménard. Ah, pas mal. Prince de Galles, il a le costume, mais pas la classe. Il y a quand un même. petit côté Sherlock Holmes. faut le dire. Ah, j'adore comment il prononce à la française. Sherlock Holmes. Ça démarre bien. How do you do? Bon, Very well. j'ai envie de dire, You- Françoise, oui. c'est celui qui dit qui est. Allez, 0826 300 300 dans un instant. Jean-Pierre qui est avec nous de Marseille. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Jean-Pierre, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Comment ça va Jean-Pierre ? Jean-Pierre, de quoi allons-nous parler dans un instant ? De Merci Pizza.
Merci Pisa. Eh ben, très bien. Et en attendant le répondeur, vous laissez des messages 0826 300 300. On l'écoute. Oui, donc bonjour, moi c'est Burel Michael, j'appelle de Castres. C'est vrai que j'ai entendu la réflexion de Philippe Bilger sur le fait d'apporter les couteaux dans une fête, salle des fêtes, fête de village. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est comparable ou pas, mais j'ai pas l'impression de vivre dans la même France, parce que c'est vrai que moi, de là où je viens, dans ma famille, j'ai toujours eu mes oncles avec le couteau. Mon père avec le couteau, avec la guiole, l'opinel, que ce soit pour collaboration, pour couper le saucisson, pour aller chercher les steppes, pour ramasser les champignons qu'il y avait au bord de la route quand on partait en voiture, pour la chasse, la pêche, il servait toujours ce couteau. Et aujourd'hui, moi, je l'ai toujours sur moi aussi, le couteau, que j'aille en fête de village, que j'aille partout. Je ne sais pas si c'est un sujet comparable, mais après, je ne pense pas que parce que des jeunes viennent avec le couteau dans une fête de village, ça soit forcément pour faire du mal à d'autres gens. C'est mon point de vue. Alors c'est pour vous, Philippe Bilger, Mais je suis largement en accord avec notre auditeur dont je n'ai pas compris le prénom. Je suis navré. Il a raison sur le dernier point. J'ai dit précisément que il n'était pas venu à l'origine pour tuer. Je suis totalement... Ensuite, sur les couteaux, je crois que vous êtes sur une ligne, Cécile, on a pu en parler un petit peu avant, les couteaux dont parle cet honnête homme, le couteau n'a rien à voir avec les couteaux dont ceux qui sont entrés à Crépol s'étaient munis. J'ai entendu beaucoup dans les tribunaux correctionnels des gens parfaitement honorables dire j'avais un couteau sur moi parce que j'en avais besoin pour l'artisanat. Ça n'est pas tout à fait comparable avec ceux qui sont arrivés. Ceux qui ont été découverts à Crépol, oui, c'est sûr. En même temps, on n'est pas dans le même. On n'est peut-être pas dans le même registre, mais les bandes qui se lardaient de coups de couteau à Paris, ça existait déjà dans les années 70. On va pas faire semblant de découvrir que quand il y a des raids entre bandes, il y a des couteaux et ça fait pas, ça fait comment dirais-je, c'est vieux comme la société moderne. Oui, mais là c'est juste pas les mêmes couteaux que les artisans ou que certaines. Je parle pas de ça, je parle des bandes qui se bataillaient, qui se flinguaient à coups de cran d'arrêt. Enfin, vous faites comme si ça n'avait jamais existé. Bien sûr que si. Le couteau, c'est un peu généralisé. Oui, mais le cran d'arrêt, ça se referme. Là, c'est des couteaux de boucher. Mais j'ai bien compris, mais ces couteaux, ils ont été saisis de toute façon par les vigiles avant de rentrer. Donc, moi, Vous aimez nous replonger dans le passé. Non, je vous aime pas vous replonger dans le passé. J'aimerais bien je vous aime pas. J'aimerais bien, j'aime pas vous replonger dans le passé. J'aimerais bien simplement qu'on fasse comme si le passé n'avait pas existé. Allez, on n'a plus le temps pour la voix de Sébastien Ménard, pardon. Jean-Pierre est avec nous de Marseille. Jean-Pierre, vous vouliez revenir sur Pisa. Merci Pisa, vous dites. Oui, je dis merci Pisa de révéler aux yeux de tout le monde et de faire accepter par la force, presque par la contrainte, l'abaissement du niveau général. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai donné des cours pendant assez longtemps à la faculté, mais aussi en licence professionnelle d'assurance. Et si j'avais dû noter l'orthographe pour des bac plus 3, au bout de 10 phrases, il y avait 0 pour tout le monde. Oui. Ah oui. Voilà. C'était édition je dirais, d'incompétence, de non-maîtrise de la langue, des phrases très courtes, avec l'incapacité d'employer des conjonctions de coordination, des virgules, des points-virgules, aucun lien, aucun développement dans la pensée, aucun suivi. C'était vraiment pitoyable. Et donc voilà, je peux vous dire que j'ai corrigé. Sébastien Ménard pour réagir. J'ai corrigé pendant 4 ans 130 copies par an. Et il y avait 130 zéros si j'avais noté l'orthographe chaque année. Ah oui, quand même. Sébastien Ménard, qu'on n'a pas entendu sur le sujet précédent. Moi, j'ai envie de dire, le périmètre est glissant. Le niveau est affligeant. Enfin, on a toute une... Alors, attention, il y a une jeune génération qui sait lire, écrire, compter, penser, etc. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais non, mais on va quand même on va essayer d'être un peu progressiste et enthousiaste, mon cher Philippe. On va pas démarrer l'émission en étant pessimiste. Non, mais penser, c'est un peu différent. Mais on a des jeunes qui pensent et qui pensent bien. Mais on a aussi un niveau général. On a aussi un niveau général qui est quelque part déclinant et très bas, oui. Merci en tout cas, Jean-Pierre, vous restez avec nous. Excusez-moi, oui. Vous m'entendez là ? Oui, mais très court. Le monsieur qui vient de parler, il habite sur quelle planète ? Il rêve dans quel monde ? Parce que c'est pas possible. Il y a un décalage monstrueux entre ce qu'il raconte et la réalité. Enfin, il faut qu'il le sache. C'est-à-dire quel décalage ? On n'a plus le temps. On reprendra ça tout à l'heure. Écrire, etc., c'est faux. Je vous le dis.
Alors, le pire, c'est que les conducteurs font des fautes. Alors c'est vrai que les élèves... Non, vous êtes gentils, allez les enfants. Le réquisitoire de procureur dans quelques instants, on parle de quoi avec vous ? On parle de cette joie mauvaise qui conduit parfois à souhaiter la mort des autres. Ah d'accord. Oh là là. C'est d'un coup une élévation brutale. Et ben là on va bien penser en tout cas. Allez, les vraies voix jusqu'à 19h, 0826 300 300. Vous allez être d'accord avec les amis, s'il vous plaît. Allez on y va. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix aujourd'hui avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech, et vous au 0826 300 300. Beaucoup de débats, vous l'avez entendu il y a quelques instants. Notre auditeur du jour s'appelle Jean-Pierre, il reste avec nous jusqu'à 18h. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Félix, bonsoir. De quoi parlons-nous dans quelques instants ? De LR qui échoue dans une ambiance tendue à faire voter sa proposition de loi contre les accords franco-algériens. Du ministre des Transports, Clément Beaune, qui annonce le gel des prix dans les trains Ouigo et Intercités pour l'année prochaine. Et puis Emmanuel Macron ne se remet toujours pas de l'absence de vaccins français à l'époque du Covid. En 3 mots, ça donne revers, bouclier et regret. En attendant, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur, voulez-vous requérir sur l'étau qui se resserre autour des organisateurs du pogrom du 7 octobre dernier ? Oui, absolument. Mais pour être tenté d'être clair, au moins je voudrais distinguer les processus judiciaires classiques qui me conduisent à être, en tant qu'avocat général et en tant que citoyen, défavorable à la peine de mort pour des raisons que je n'ai pas expliquées ici. Et ce que j'ai appris ce matin lorsque j'ai entendu qu'on avait encerclé le responsable de la barbarie du 7 octobre et que probablement les Israéliens lui feraient un mauvais sort, donc le tueraient. J'avoue, et je m'en accable, que j'ai éprouvé une sorte de joie mauvaise à l'idée que j'allais dire, mais vraiment une absolue grossièreté. Je le mets entre guillemets, cet homme, un salaud entre guillemets, allait être tué probablement par les Israéliens, parce que je considère que lorsqu'on atteint un tel niveau de barbarie, on sort du champ de la civilisation et d'une certaine manière, la morale ordinaire ne peut plus s'y appliquer. Pour rattraper du temps, ma chère Cécile, j'arrête là. Françoise Degois, il faut faire court et pareil pour Sébastien Ménard. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. D'abord, j'éprouve pas de joie mauvaise, même si j'ai une détestation pour ce qu'ils ont fait. En plus, on a les témoignages des femmes violées qui sont absolument éprouvant et accablant, mais je ne peux pas, ou alors j'ai un surmoi très fort, mais je ne peux pas réfléchir comme ça. C'est comme vous parliez des attentats, des attentats ciblés ordonnés par François Hollande. Je ne suis pas d'accord. Des liquidations, les pas liquidations, des attentats, bien sûr. Oui, bien sûr, les liquidations ordonnées. Pardonnez-moi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que ce qui nous différencie de la barbarie, c'est la démocratie, c'est notre humanité, et je crois vraiment profondément que jusqu'au bout, il faut garder cette attitude-là. Je ne peux pas accepter cette vengeance, parce qu'en fait c'est la loi du talion en réalité. Vous savez, il y a quelque chose de pervers. Je comprends très bien qu'on puisse avoir ce sentiment-là, mais moi je ne l'ai pas. Sébastien Ménard. Moi je suis un peu comme vous, Philippe, en fait. C'est-à-dire que je m'inscris parfaitement dans l'état de droit, et je dirais même au-delà de notre champ domestique, de notre pays, de l'Europe, etc. Vision plutôt humaniste, un peu holistique, mais là pour le coup je suis comme vous en fait. Je pense qu'on est on n'est plus dans l'humanité, on n'est plus dans ce qui fait sens, on est ailleurs, on est dans la barbarie la plus absolue, et je pense que moi j'ai même pas envie de l'écouter, j'ai même pas envie quelque part qu'il vienne se justifier, j'ai pas envie de ça. Je suis un peu comme vous, donc clairement je souscris à votre coup de gueule. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu qui sont Félix, revers, bouclier et regret. Revers pour LR sur l'immigration. Lors de sa niche parlementaire, l'Assemblée rejette sa proposition de remettre en cause l'accord franco-algérien de 1968. Ambiance tendue et mise en cause personnelle au menu des débats. On pourrait sans doute appeler ça le bouclier ferroviaire. Le ministre des Transports annonce le gel des prix des trains Ouigo et Intercités l'année prochaine. Et puis les regrets d'Emmanuel Macron en annonçant une réforme de la recherche française. Le chef de l'État, toujours amer sur l'absence de vaccins français à l'époque de la crise Covid. Les vraies voix Sud Radio.
Ambiance houleuse à l'Assemblée qui a rejeté une proposition de loi du groupe LR. Lors de sa niche parlementaire, les Républicains voulaient remettre en cause l'accord franco-algérien de 1968. Celui-ci confère aux Algériens un statut particulier en matière de circulation, de séjour et d'emploi en France. C'est la députée LR Michèle Tabarot qui portait cette proposition de le remettre en cause. Parlons ici d'un traité international qui est une autorité supérieure à la loi. De ce fait, nous pourrons voter autant de lois que nous souhaitons. Tant que l'accord de 68 ne sera pas dénoncé, nous ne retrouverons jamais une capacité totale à maîtriser les flux migratoires. Et parmi ceux qui se sont vivement opposés à cette proposition de loi, la députée écologiste Sabrina Sebaï a renvoyé sa collègue Michèle Tabarot à ses ascendances, son père et son grand-oncle ayant été des membres de l'OAS, cette organisation qui défendait la présence française en Algérie. Il est impensable de voter un texte défendu par une descendante de l'OAS et applaudi par les héritiers des tortionnaires de l'Algérie. Oui, l'OAS, cette organisation d'extrême droite, défendant la présence française en Algérie et qui a assassiné plus de 2000 Français et Algériens. Cette OAS qui a même fait un attentat, tentative d'attentat contre De Gaulle. Et ça, il faut le dire, que c'est assez savoureux de voir les LR aujourd'hui réhabiliter l'OAS au sein de cet hémicycle. Mise en cause qui a provoqué cette vive réplique de la première concernée, donc Michèle Tabarot. Je voudrais vous rappeler que le règlement interdit toute mise en cause personnelle. Il vous interdit de m'interpeller comme vous l'avez fait. Madame Tabarot a la parole, s'il vous plaît. Je voudrais juste vous rappeler que je suis fière de mon histoire familiale, que je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. Vous étiez les amis du FLN qui ont aidé à tuer des Français en Algérie et vous êtes aujourd'hui les amis du Hamas qui ont été d'une barbarie incroyable avec les Israéliens. Notez que dans les rangs macronistes, le groupe Horizon et 2 députés Renaissance ont voté pour cette proposition LR de remettre en cause les accords franco-algériens, proposition finalement rejetée. Ça n'est pas un échec de mon point de vue pour les Républicains. Je pense qu'ils ne pensaient pas que ce serait voté, mais ils ont créé une pression sur le gouvernement. Il y aura quelque chose qui se passera. Moi, je pense que dans le moment actuel, c'est complètement irresponsable de créer des pressions. Vous savez très bien que l'histoire de l'Algérie et nos relations sont toujours abrasives et apocalyptiques sur le plan politique. Qu'est-ce que les Républicains avaient à mettre dans cette niche ce texte-là? C'est inimaginable, c'est incompréhensible. On est en retard. La niche parlementaire, c'est une pratique qui permet justement à l'opposition d'adresser des sujets qui n'ont dans l'absolu aucune chance d'être mis à l'ordre du jour. Est-ce que c'est le moment de faire ça? Mais les Républicains sont dans leur rôle. Et comme le dit Philippe Bilger, c'est une balise qui pose. Voilà. Deuxième mot, bouclier tarifaire. Clément Beaune annonce un gel des prix des trains de Ouigo et Intercité pour l'année prochaine. Les billets de TGV ont pris 5% en moyenne cette année, d'où cette annonce du ministre des Transports pour 2024. Il faut que ça reste abordable. Il y avait un bouclier tarifaire dans une période d'inflation très forte l'an dernier, qui a protégé les Français contre des hausses de prix liées à l'énergie, etc., qui auraient été insoutenables. Je veux qu'on ait de nouveau un bouclier tarifaire l'année prochaine, mais qui soit un peu différent. Heureusement, l'inflation est plus faible, et je veux qu'il soit ciblé justement sur les Français qui connaissent le plus de difficultés à prendre le train, parce que ce sont des Français de classe populaire, moyenne, ou qui ont des lignes qui sont particulièrement dégradées. Il y aura un gel des tarifs sur le Ouigo. C'est un TGV sur 4, c'est souvent le TGV que prennent les jeunes, que prennent les gens qui ont un peu moins de moyens. Ça permet d'avoir de la grande vitesse accessible pour tous sur beaucoup de lignes. C'est très important. Clément Beaune chez nos confrères de France Info ce matin. Le ministre des Transports promet aussi un gel des tarifs sur les intercités et sur les prix plafonds des cartes avantages. Troisième mot, regret. Emmanuel Macron regrette encore l'absence du vaccin français au moment de la crise Covid. Eh oui, le chef de l'État l'a dit tout à l'heure au détour d'une série d'annonces visant à réformer la recherche dans notre pays. Je ne peux pas vous dire que le fait que la France ait guetté la découverte d'un vaccin et qu'elle l'ait cherché chez les voisins fut le signe d'une formidable santé et justifie quelques triomphalismes de notre part. Alors certes, vous pouvez se dire, c'est dans les 2 sociétés qu'il avait découvertes, il y avait un Français, c'est vrai, Moderna. Et certes, je dirais plus encore, parce qu'il y a une forme d'étrange défaite, le principe même de l'ARN messager, ce sont des Français. La question, c'est comment à un moment donné, on a perdu le fil et on n'a pas réussi à garder chez nous, en tout cas, pour être au cœur de cette compétition et de cette excellence. Nous avons eu un désinvestissement trop important
sur notre recherche. Et Emmanuel Macron qui dit vouloir transformer d'ici 18 mois l'organisation de la recherche en France, ouvrir l'acte 2 de l'autonomie des universités. Il promet, je cite, une vraie révolution pour remédier à un morcellement préjudiciable selon lui à la position mondiale des chercheurs hexagonaux dans le monde. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et dans un instant, on va revenir sur cette interview au Figaro parue hier. Elisabeth Borne reconnaît que le sentiment de violence augmente sur le territoire français. Avec cette question du jour, est-ce qu'Elisabeth Borne est-elle dans le déni de réalité? On en parle dans un instant avec Michel Auboin qui est avec nous, haut fonctionnaire préfet honoraire et essayiste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que finalement la France a plus peur que le gouvernement ? D'une certaine façon, sans doute, puisque la France a peur et elle a raison d'avoir peur. Il suffit de suivre les chroniques quotidiennes des événements qui la touchent. Et le gouvernement n'a pas l'air d'avoir aussi peur que les Français. On en parle dans un instant. 0826 300 300, vous voulez réagir, vous êtes les bienvenus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver avec Philippe Bilger aujourd'hui, Françoise Degois, Sébastien Ménard, vous au 0826 300 300, mon camarade Philippe David, Pascal David, j'allais vous appeler. Pas mal. Pourquoi pas, c'est pas moche. C'est quoi votre deuxième prénom ? André. Bon, on va garder Philippe. Pourquoi vous riez ? C'est très joli André. Et j'en ai même un troisième en plus. C'est quoi ? Pierre. Ah, c'est joli, que les apôtres. J'adore Pierre. Que des apôtres. C'est mon côté. C'est mon frère. François, c'est quoi votre deuxième prénom ? J'en ai pas. Et vous, Philippe ? Moi, j'ose pas le dire. Oh, allez-y. C'est Lothaire. Lothaire. Ah, c'est beau, Lothaire. Et vous, Sébastien ? Jean et Pierre. Bah, c'est un vrai Lothaire de province. Hein. Oui, c'est magnifique. Elle est très bonne. Elle est surtout débile. En fait. On vous renvoie à vos études. Elle est excellente. Vivement les deux ânes. Allez, les deux ânes nous attendent. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'ensauvagement, c'est un mot qui développe, me semble-t-il, madame, le sentiment d'insécurité. Et je vais vous dire quelque chose à ce propos. Quand M. Dupond-Moretti disait que l'insécurité était un sentiment, non, M. Dupond-Moretti, c'est une réalité que l'on vit en permanence. Je vais vous dire quelque chose. Pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans les petits villages et ailleurs disent on voit plus nos gendarmes. Et on a ce sentiment d'insécurité. Oui, parfois pas qu'un sentiment. Et donc ce sentiment de violence augmente, c'est l'expression employée par Elisabeth Borne. Dans une interview au Figaro, la Première ministre reconnaît un besoin d'autorité et une attente de sécurité, mais elle emploie aussi ce terme sentiment de violence, comme si elle doutait de la réalité du phénomène, Philippe. Oui, et parlons vrai. Est-ce que cette phrase est une faute politique alors que le pays est à fleur de peau sur les problèmes d'hyperviolence ? Est-ce que finalement elle ne pouvait pas dire autre chose, sauf à dire que son bilan en matière d'insécurité était désastreux ? Est-ce que la parole d'Elisabeth Borne est encore monétisée après un tel propos ? Quoi que vous en pensiez, appelez-nous. Sentiment de violence. Elisabeth Borne est-elle dans le déni de réalité ? Vous dites oui à 96% et Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour nous éclairer sur ce sujet, Michel Auboin, qui est haut fonctionnaire, préfet honoraire et essayiste. Monsieur le préfet, bonsoir, merci d'être avec nous. Bon. Philippe Bilger, ce mot sentiment qui circule, ça a été le cas avec Dupond-Moretti, avec la Première ministre, et c'était le cas aussi de Lionel Jospin. En fait, je vous rassure, Cécile, j'ai menti. Mon second prénom est Philippe. C'est bien mieux. Mais vous avez raison, pour être sérieux, on croyait que ce fantasme sur le sentiment d'insécurité qui remplacerait l'insécurité réelle serait disparu après que Dupond-Moretti, au début de son mandat ministériel, avait évoqué par maladresse et absurdité cette notion. J'aimerais beaucoup parler, mais nous sommes pressés des 2 pages. Ah, vous avez le temps là. Elisabeth Borne développe sur le plan politique et sur le plan régalien quelque chose qui me paraît, de mon point de vue, très pauvre et très étriqué. On voit bien les limites d'une personnalité qui, par une sorte de roideur, de froideur et de minimalisme,
essaye d'échapper à la profondeur des problèmes et à la chaleur qu'appelle une vision de la France dans l'état où elle est aujourd'hui. Et vous avez raison sur le point précis, c'est une erreur à propos de Crépol et de ce qui se passe dans nos campagnes ou dans nos villes moyennes d'avoir parlé du sentiment d'insécurité. D'ailleurs, vous aurez noté que la maire de Romans-sur-Isère sur une autre chaîne a dit mais non, c'est une insécurité très vivement ressentie. Françoise Legois. Donc c'est un sentiment d'insécurité, si elle est vivement ressentie. Moi, vous savez, c'est toujours les mêmes trucs et les ficelles. On connaît parfaitement tout le débat qu'il y a autour de sentiment d'insécurité. Ça a commencé en 2002. Ça a commencé en 2002 avec Lionel Jospin. On peut même dire qu'il perd la présidentielle là-dessus parce que une semaine ou 3 jours avant le vote, il y a Papivoise en sang et il parle de sentiment d'insécurité. Dans les faits, peut-être que c'est une erreur politique, mais on n'est pas non plus obligé d'aller dans le sens général. Moi, je pense pas que Elisabeth Borne se trompe. Moi, j'ai trouvé très équilibré son texte dans Le Figaro. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise de plus ? Non, la France n'est pas un coupe-gorge. Moi, je le redis. C'est pas parce que vous avez des faits divers saillants avec un effet de loupe et qui est normal parce que c'est tragique d'avoir un jeune homme de 16 ans qui meurt que vous pouvez dire que les 67 millions de Français sont dans l'insécurité. Au contraire, je pense qu'elle a raison quand elle dit que c'est ce sentiment d'insécurité. Quand vous regardez les faits et les chiffres, vous savez très bien, et parce que vous êtes le premier à le savoir, que les crimes de sang sont en baisse, que les meurtres sont en baisse, que ce qui est en hausse, sont les incivilités. Moi, je suis pas en train de défendre le gouvernement Macron, mais j'en ai marre des toujours les mêmes trucs et les mêmes ficelles. J'étais jeune journaliste en 2002, on avait déjà le débat, déjà la droite, déjà Jean-Marie Le Pen. Allez. Là-dessus, c'est insupportable. Et déjà Françoise Degois. C'est ça. On avait déjà Françoise Degois. Pareil, je suis plutôt aligné avec Françoise sur le fait que le sentiment, on parle de sentiment d'insécurité, le sentiment d'insécurité, il est grandissant partout. Voilà, donc de ce point de vue-là, il y a peut-être de bonnes raisons. Oui, mais il y a alors le sentiment d'insécurité est grandissant partout, mais il y a de vraies bonnes raisons. Vous avez raison, Philippe David, mais qui sont géolocalisées. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Si moi je prends par exemple le Pays Basque. Évidemment, on voit une augmentation très significative de la population. C'est plutôt une bonne chose sur la côte. Évidemment, on va être d'accord avec Françoise. Statistiquement parlant, plus on est nombreux, plus on a de chances d'être face à des actes d'incivilité, des actes de violence, etc., etc. Ça, c'est mathématique. À côté de ça, quand on regarde dans nos campagnes, etc., je parle de ce que je connais, le Pays Basque, il n'y a pas plus d'actes d'incivilité, il n'y a pas plus d'actes de vandalisme, il n'y a pas plus de crimes, etc., de délits. Voilà, il y a peut-être un petit peu plus de cambriolage, peut-être un petit peu plus, mais je dirais, on n'est plus un pays de 50 millions d'habitants. On est près de 70 millions. On a des fortes densités nouvelles sur un certain nombre de zones en France. Voilà. Après, là où on ne doit pas quelque part minimiser à travers ce concept du sentiment grandissant d'insécurité, on ne doit pas minimiser aussi ce que vivent un certain nombre de Français dans leur quotidienneté, dans leur vie et dans leur chair, parce que l'insécurité, c'est aussi une réalité. Allez, Michel Auboin qui est avec nous, fonctionnaire et préfet honoraire et essayiste. Alain Bauer disait, ça n'est pas un sentiment d'insécurité, mais un climat d'insécurité. On a eu ce débat à la fin des années, au mi-temps des années 90 au ministère de l'Intérieur, et donc du coup on a fait un travail de recherche pour essayer de comprendre si on pouvait avoir une corrélation entre le sentiment d'insécurité qui régnait à cette époque-là et puis la sécurité réelle. Et tous les travaux qui ont été conduits, la France était un peu en retard sur le sujet, on a rattrapé les autres, mais tous les travaux qui ont été conduits montrent que le sentiment d'insécurité est toujours corrélé à l'insécurité réelle. L'insécurité réelle, qui est d'ailleurs pas facile à mesurer, et surtout qui peut revêtir des formes assez différentes les unes les autres. Et c'est pour ça que c'est assez compliqué d'en parler. Si je prends juste les homicides, c'est vrai que depuis les années 80, tendanciellement, les homicides diminuent. On était passé à l'époque, on avait
un nombre presque le double d'homicides par rapport à aujourd'hui, mais ces homicides étaient des homicides essentiellement liés à des crimes commis à l'intérieur des familles. Aujourd'hui, on a des homicides qui sont commis sur la voie publique avec des couteaux, et ça c'est par exemple un phénomène qui est nouveau et qui crée pas le même sentiment d'insécurité, parce que être tué par quelqu'un qu'on connaît et puis être tué par quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas, certes, ça fait toujours un mort et toujours et toujours un mort dans la statistique publique, mais c'est pas du tout le même sentiment, vous comprenez bien. Moi, j'observe que on a plusieurs phénomènes nouveaux quand même. Le premier, c'est le trafic de drogue, et en particulier le trafic de cocaïne, qui est en train de générer quand même une montée de la criminalité organisée dans toute la France. Ça, on peut pas vraiment dire le contraire, et qui se traduit par des échanges de coups de feu qui conduisent à la mort. Alors au début, c'était la mort de gens qui appartenaient à des groupes adverses. Aujourd'hui, c'est quand même la mort de gens qui n'y sont pour rien, d'innocents. Et ça, objectivement, si vous habitiez un de ces quartiers, vous seriez pas en situation de sécurité. Moi, j'avoue que comme j'y travaille beaucoup, je vois bien qu'on a quand même en France toute une série d'endroits, on peut même les quantifier, environ 1500 grands quartiers de plus de 10 000 habitants dans lesquels il est difficile de se déplacer quand on n'est pas habitant du quartier. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a un autre phénomène qui est nouveau, qui est celui des agressions à l'arme blanche et d'abord au couteau, produits par des jeunes, souvent très jeunes d'ailleurs, je l'ai étudié sur l'Île-de-France, et qui conduisent à avoir des dizaines de morts, des garçons, pour l'essentiel, des filles parfois, entre 13 et 17 ans, et on en a encore eu cette semaine. Ça inquiète beaucoup les parents, parce que vous imaginez bien, si vous avez des enfants de cet âge-là, que on puisse un soir vous appeler, c'est assez terrifiant, et en vous disant vous n'avez pas de chance, votre fils est tombé dans une bagarre, il a pris un coup de couteau et il est à l'hôpital où il est décédé. Moi, j'ai rencontré des mères de famille qui avaient vécu ça, et je peux vous dire que c'est assez terrifiant, et il faut comprendre que ces phénomènes-là, qui sont nouveaux d'une certaine façon en France, sont de nature à insécuriser la population. Absolument. Après, on avait il y a quelques années une insécurité routière, par exemple, qui était forte, qui est beaucoup moins forte aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile de parler d'une insécurité globale en tout état de cause. On peut pas parler de sentiment de violence, on est obligé de parler de violence réelle. Allez, Philippe Bilger. Monsieur le préfet, une question rapide. Comment se fait-il que la France n'est pas capable de sortir du camp de la droite ou du camp de la gauche pour admettre tout simplement que les délits et les crimes augmentent dans notre pays, comme si en réalité l'idéologie était coupable de cela. On est incapable d'admettre une objectivation qui est pourtant constatée par tous. Comment expliquer ça ? D'abord, on a quand même un problème de statistiques publiques sur le sujet. Si on faisait des vrais travaux statistiques sur tous les sujets qui nous intéressaient, on aurait quelques vérités, on pourrait en débattre de façon objective. On ne peut pas dire que ça soit tout à fait le cas. On fait des statistiques sur les dépôts de plainte qui ne représentent qu'une part minime des faits qui sont apportés à la connaissance des services de police et de gendarmerie, puisque vous savez que l'essentiel des plaintes se traduisent en fait par des mains courantes qui elles entrent pas dans les statistiques. Et puis par ailleurs, est-ce qu'on l'avait mesuré à travers des enquêtes de victimation à l'époque où on les produisait, c'est plus le cas aujourd'hui ou beaucoup moins. On a environ un dixième des violences réelles. Les violences réelles, ça commence par une bousculade, une gifle, etc. Une agression simple, voire une agression verbale, un dixième simplement qui sont portés à la connaissance des pouvoirs publics. Donc en fait, il y a quand même, et ça explique ce sentiment d'insécurité qui est quand même relié à des faits qui sont réels, c'est-à-dire pas uniquement à des choses qu'on peut voir à la télévision ou qu'on entend dans les journaux. Le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300, notre vraie voix du jour. Tout d'abord, Jean-Pierre de Marseille. Bonsoir Jean-Pierre. Oui, bonsoir. Votre analyse, vous qui habitez dans une ville gangrénée par la violence, on peut le dire. Gangréné, c'est le mot est faible. La réalité, c'est qu'il y a une explosion des agressions physiques qui effectivement ne donnent pas lieu systématiquement à des dépôts de plainte. J'en suis le premier témoin puisque j'ai été agressé une fois ou deux, et même deux fois, et j'ai pas déposé plainte parce que je me suis fait justice moi-même.
Mais non. Je fais 1m80. Si, je fais 1m85, 90 kilos, on me prend mon portable, je le récupère. Hein. Excusez-moi. Donc ça, je n'ai pas déposé plainte. C'est peut-être eux qui auraient dû déposer plainte à la fin, mais bon, je ne les avais pas tapés assez fort. Donc écoutez, l'explosion des agressions physiques et des agressions verbales, ce n'est pas un sentiment, Madame de Goa. Ce n'est pas un sentiment, cher monsieur. C'est une réalité. Et il va falloir, une fois pour toutes, qu'on se dise que c'est une réalité pour prendre la réalité en compte et qu'on puisse agir de manière efficace. Alors attendez, on va laisser répondre Françoise. Je vais répondre d'abord parce que j'entends bien et juste après, on prend Laurent, le caractère un peu fielleux de mon ami Philippe Bilger en disant dépassons la gauche et la droite, et j'entends ce que vous dites. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ça sert à rien de faire un dada et de grossir les choses quand on arrive au pouvoir, ne rien faire. Je vous rappelle que Jacques Chirac a gagné sur Papivoise en grande partie. Il n'a rien foutu. Nicolas Sarkozy, on a lancé sa campagne sur le Karcher, sur la dalle d'Argenteuil. Il n'a rien fait. Il a fait même pire que ses mais c'est pas vrai. Il a même supprimé le dent. Alors moi, je vous entends. Je connais bien Marseille. Jean-Pierre, je connais très bien Marseille. J'ai vécu, j'ai travaillé à Marseille pour France Inter, etc. Par cœur, je connais. Vous avez raison dans ce que vous dites. Vous avez absolument raison. Je ne m'insurgeais pas contre la réalité. Je m'insurgeais contre l'utilisation qu'une partie de l'échiquier politique fait de cette réalité. C'est tout. Allez, 0826 300 300, bougez pas, Jean-Pierre. Laurent est avec nous de Foix. Bonsoir. Dans l'Ariège. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, Laurent, votre avis? Eh bien, mon avis, alors, Marseille, par exemple, je connais bien, puisque je suis originaire de Marseille, j'ai fui cette ville. Mais littéralement, je l'ai fui. Parce que j'en ai arrivé à me battre quasiment tous les jours. Aujourd'hui, je vis dans un département qui est beaucoup plus rural, qui est censé être beaucoup plus calme. Malheureusement, on voit dans des villes comme Foix, Pamiers, etc., que l'ensauvagement commence à arriver de plus en plus. Et Foix, c'est à peine 10 000 habitants, hein, c'est pas une grande ville. Voilà. Pamiers à côté, c'est 25 000, mais bon, on a Toulouse qui est à 75 km. Oui. Donc malheureusement, voilà. Et quand j'entends dire que... Alors oui, effectivement, Madame Borne est complètement dans le déni. Parce que, à mon avis, les gens du gouvernement devraient inviter à travailler avec eux des gens du peuple. C'est-à-dire des gens comme moi, comme le monsieur précédent, quoi que ce soit, pour leur parler vraiment de la réalité. Mmh. Et le problème, pour moi, un des gros problèmes, ça a été la police. Pourquoi? Parce que c'est bien, j'ai entendu dernièrement que Macron voulait augmenter les effectifs de police. Oui. C'est très bien, la démarche est bonne. Mais si vous leur donnez pas plus de moyens, moi j'ai des tas d'amis dans la police, je peux vous dire une chose, ils en ont marre. Parce qu'ils arrêtent les jeunes leur sourient à la gueule, ils les insultent et presque ils leur crachent à la figure, en leur disant de toute manière, au plus, dans 48 heures, je suis dehors. Enfin, c'est pas systématique non plus. Non, mais j'ai une question pour vous. Il n'y a plus de sentiment de justice, il n'y a plus de sentiment de... Voyez, allez. Ce que je veux dire, j'entends tout ce que vous dites. Secondes, en une seconde, je voudrais dire qu'il faut arrêter aussi avec ce fantasme de dire que la justice ne condamne jamais. Ça n'est pas vrai. Je veux bien que ça soit vrai. Je n'ai pas dit qu'il ne condamnait pas. Je n'ai pas dit qu'il ne condamnait pas. Je dis juste que, et ça vous pouvez demander à n'importe quel policier, ils arrêtent des jeunes aujourd'hui. Et un mineur, faut qu'il en ait fait beaucoup pour être fonctionné. Merci beaucoup, cher Laurent, pour votre témoignage. Merci beaucoup, Jean-Pierre de Marseille. Michel Auboin, merci beaucoup d'avoir été avec nous, haut fonctionnaire et préfet honoraire et essayiste. Merci mille fois. Dans un instant, on garde Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre, il va jouer contre les vraies voix. Il va gagner. Et peut-être qu'il va gagner, parce qu'il est bon, Jean-Pierre. Il est bon. Allez, à tout de suite, on fait une petite pause, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est très content, très content de cette émission, comme tous les jours, avec Philippe Bilger, Françoise de Goa et Sébastien Ménard, avec notre auditeur du jour, Jean-Pierre, qui est remonté comme une pendule. Il va tout casser, je sens celui-là. Hein, Jean-Pierre Jean-Pierre va bien. Jean-Pierre va bien, mais il est remonté comme une pendule, je le dis. Jean-Pierre a du caractère. Mais en même temps, il vit dans une ville magnifique. Vous savez que moi, je soutiens l'OM. Jean-Pierre, c'est bien de le dire, parce qu'il va falloir le prouver. Tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Écoutez bien, Jean-Pierre, vous êtes le premier à répondre. Si vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont les vraies voix. Écoutez bien, qui c'est qui l'a dit? Oui, c'est pas grave. Écoute, un petit jingle, ça fait pas de mal, les vraies voix. Question, qui c'est qui l'a dit en réaction aux propos de Gérard Larcher? Je lutte avec acharnement contre toute forme de violence. La violence verbale en fait partie. Jean-Luc Mélenchon. Non. Pas du tout. Sandrine Rousseau. Bonne réponse, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.
Un point pour avec ces Sébastien trucs pour Ménard. nous déstabiliser. Qui vous, c'est là, qui l'a dit, toujours au sujet du propos de Gérard Larcher? Bravo à Gérard Larcher, on ne pouvait dire mieux. Ah, je sais. Attendez. Laure Gauchard. Retailleau. Non. Non. Olivier Ciotti. Marleix. Bonne réponse de Philippe Bilger. Ça, c'était pour Philippe, ça. Il y a la Sainte Trinité. Ouais, c'est vrai. Il est bon. Je vous avais dit qu'il n'était pas si malade que ça, Philippe Bilger. T'as Non, vu d'un mais seul là, coup, je il pouvais saute pas sur son manquer siège. Ciotti. Non, tout de non, même. mais l'autre jour, t'as raté Retailleau. C'est incroyable. Ouais, c'est fou, c'est C'est bizarre. Françoise, Il j'ai- fatigue. Mais Oui. j'avais été rapide. Ouais. Question, qui c'est qui l'a dit, cher Jean-Pierre? Gérard Larcher a voulu utiliser le langage compréhensible par Mélenchon. Ah, c'est drôle, ça. Oui, c'est drôle. C'est une femme. Je sais pas. C'est une femme qui envoie du bois. Qui envoie du bois, oui. Voilà. Nadine Morano. François Debois. Il a dit qu'il savait Non, pas. c'est pas Non, c'est pas il a dit moi, qu'il ça savait aurait pas. pu C'est être moi. Morano. Nadine Morano, bonne réponse de Ouais. Sébastien Ménard. Nadine Morano. Elle devrait faire du stand-up, Marie. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est la C'était drôle, reine, oui. la reine de la punchline. Oui. Alors. Qui c'est qui l'a dit? Je veux laisser le ridicule bien inonder tout le champ de mes adversaires. Mélenchon. Bonne réponse oui, de moi, je l'avais, la seule fois où je l'ai, Jean-Pierre. Non, mais Bravo. Jean-Pierre, si vous Il est dites bon. Mélenchon à chaque phrase, à un moment donné, ça va tomber. Non, mais c'est bien, Non, c'est mais la réponse. Jean-Pierre fait ce que Philippe Bilger fait avec Retailleau. Exactement. Mélenchon m'obsède. Ah oui, bah, écoutez, Nous, c'est Philippe Bilger. Je dirais que Chacun ses Retailleau, obsessions. je l'aime bien, mais il m'obsède pas. Faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Retailleau, être Allez. obsédé par Retailleau. Oh, l'angoisse. Question, qui c'est qui l'a dit, Jean-Pierre? Je n'avais pas compris que la politique étrangère de la France était définie au Parlement. Je sais pas. Vous avez dit quoi, Jean-Pierre? Je sais pas. Macron. Bonne réponse de Françoise Debois Emmanuel qui Macron. débloque son compteur. Il est temps. Ou qui Mais je débloque ne suis- complètement. et je ne suis pas du tout obsédé par Macron, moi. Ah. Sachez-le. Peut-être dans le déni. Qui c'est qui l'a dit? Bravo, Philippe David. Non, elle est peut-être dans le sentiment. Ah non, quelle Qui horreur. c'est qui l'a dit, Jean-Pierre? Pour répondre à Emmanuel Macron à ce sujet, nous ne sommes pas dans une égocratie, même s'il y a un problème d'hubris chez le chef de l'État qui est un peu manifeste. Oh, c'est bien ça. Dommage, c'était bien. C'est bon, Et c'est c'était vachement sur Sud Radio ce matin, Jean-Pierre. Ah bah vous êtes pas, c'est pour vous, Philippe, ça. Eh bien, j'étais au travail ce matin. C'est donc pas je suis désolé. Retailleau. Non, C'est pas non, Olivia Grégoire, C'est l'autre, non c'est l'autre. C'était hier. C'est l'autre. Olivier Marleix. Bonne Marleix. réponse. Bah, il l'a dit avant il a vous, dit- là. Non, c'est indiscutable. Ne croyez pas que je triche. Parce que vous discutez tellement que... C'est indiscutable, j'adore. J'ai manqué de réaction. C'est vrai. ma chère Ah, Cécile, j'aurais dû dire désolé. Marlex aussi. Chaque fois que Cécile te regarde, c'est un type de droite. Un des trois. C'est sûr, c'est sûr. Jean-Pierre. Elle est de bons conseils. Jean-Pierre, qui c'est qui l'a dit au sujet des problèmes de la RATP dénoncés par Jean Castex? Oui, il y a des difficultés dans nos transports publics. JO ou pas JO, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Mais un responsable politique n'est pas un lanceur d'alerte. Jean-Pierre. Clément Beaune. Oui, On l'avait on l'avait. Ah, j'en ai deux, j'en ai raté bon, hein, deux. Jean-Pierre. Alors là, Ah, c'est sûr. pas un politique. Qui c'est qui l'a dit au sujet du film Napoléon? Un film n'est pas une représentation de réalité, ce sera toujours une interprétation. L'important, c'est que ça fonctionne entre le début et la fin. C'est un acteur très connu. Absolument. Français. Qui avait une très belle femme. Ah oui. Oui. Gérard Qui avait Depardieu. une très belle femme. Vincent Ouais. Cassel. Bonne réponse de Françoise Debois. C'est grâce à Monica Bellucci que je l'ai trouvé parce que Ouais. vraiment. non. Qui c'est qui l'a dit? Ce sera la dernière sur la Ah. loi immigration. Écoutez bien, quand j'étais LR, on a rêvé d'un tel texte. Ah bah là. Ah bah, c'est oui. Jean-Pierre, attendez. C'est proche le de maire chez vous, Nice. Jean-Pierre. Non. Le maire de Nice. Non. Chenu. Non. Non. Estrosi. Non. Mais comment ça? Mais Renaud. Oui, Renaud Muselier. Muselier. Moi j'ai dit Renaud, t'as dit Muselier. Non, c'est pour Philippe. C'est pour Oh, Philippe. c'est vraiment pour moi ignoble. indiscutable. C'est pour Mais Philippe, non, c'est j'ai pour dit Philippe. Renaud, t'as dit Muselier. Non. Renaud, c'est le chanteur. Oui, c'est une marque de voiture. Bravo Philippe. Quand vous avez dit Renault, vous pensiez Mégane. Non, je pensais à Muselier, mais j'arrivais plus à me Alors, mais souvenir. c'était très serré. Attendez. On fait les comptes. 3 points pour Sébastien Ménard et tout le monde a 2 points. Voilà. Bravo, il a gagné. Et bravo Sébastien Merci. Ménard. Merci beaucoup On l'a Jean-Pierre. accroché. Merci à vous. Non, c'est pas Merci, ça. Jean-Pierre. Il avait mes réponses. Vous Jean-Pierre. revenez quand vous voulez, Gauchiste. Jean-Pierre. On était très heureux de vous embrasser, de vous avoir. Et on vous embrasse Mais je d'ailleurs. vous embrasse aussi, Cécile. Allez, sur les 4 joues, comme on dit. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu. Vous vous lâchez. Le tour de table de l'actu avec vous, Philippe Bilger. On parle de quoi?
encore une plainte contre Depardieu. Avec vous, Françoise Degois. 4 jours, ça peut être l'archer, remarquez. Non, je dis ça, je dis rien. Le revirement des présidentes d'université. Le revirement pitoyable. Avec vous, Sébastien. Les vraies voix ont été entendues à la COP28 puisqu'on parle enfin d'alimentation. Allez, très bien. 0826 300 300, vous êtes les bienvenus, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Bienvenue dans les vraies voix avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à quand on est ensemble d'ailleurs? Je sais pas, beaucoup mais trop longtemps. Depuis trop longtemps et pour trop longtemps en fait. Le problème c'est que ça marche bien vous deux. Oui, et donc vous êtes enchaînés. En face, là, à votre droite, François. Ça s'appelle une porte. Et en fait, et donc vous et vous avez bien indiqué votre direction, mon cher. Voilà, parce que là, à ce stade-là, c'est parti pour combien? 10 000 ans et plus votre truc là. Vous savez comment on l'appelle cette émission? Au bon accueil, bonjour. J'adore. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. 0826 300 300, vous voulez commenter et vous inscrire justement au prochain débat. C'est à 18h30. On reviendra sur les policiers municipaux qui veulent faire une grève. Dites-nous ce que vous en pensez. Et tout de suite, c'est le Top Click de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et donc la mairie Félix Mathieu de Paris et le gouvernement s'opposent par médias interposés à propos de la vitesse sur le périphérique de la capitale. Eh oui, la mairie de Paris avait annoncé, vous vous en souvenez sans doute, la réduction de la vitesse sur le périph' à 50 km/h dès l'année prochaine, après la fin des Jeux Olympiques. Et bien ce matin, Clément Beaune annonce donc que l'État ne donnera pas son feu vert à cette mesure. Le périphérique, il est géré par la ville de Paris, mais sur des décisions comme ça, il faut évidemment une validation de l'État. Et donc je pense que ce n'est pas une bonne idée à court terme d'avoir cette limitation de vitesse. Pourquoi? Parce que la ville de Paris, qui précipite ses annonces, peut-être pour faire oublier d'autres sujets, a dit on va faire une voie réservée sur le périphérique. J'y suis ouvert. Si vous faites en même temps la voie réservée, c'est un festival, c'est censé être pour la fin de l'année 2024. Et en même temps, le périph' à 50, je pense que là, vous allez rendre les gens fous. Et surtout, le périphérique, c'est à 3/4 utilisé par des franciliens, des banlieusards. Vous pouvez pas décider pour les autres sans aucune concertation et ensuite dire moi je suis pour la démocratie participative. Il faut ouvrir le jeu, il faut discuter. Voilà ce que disait le ministre des Transports ce matin sur France Info, sauf que la réplique n'a pas tardé. Dans la journée, le premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, a organisé une conférence de presse. Je vous confirme, dit-il, que nous baisserons la vitesse. Selon lui, un maire a bel et bien ce pouvoir, le pouvoir de prendre une telle décision quand elle se justifie par des enjeux environnementaux. Si le ministre entend faire obstacle au projet de la mairie, qu'il nous précise comment il compte le faire, ajoute le premier adjoint de la capitale. Il accuse Clément Beaune de posture purement politicienne, sans fondement, mue par des arrière-pensées en vue des prochaines municipales, puisque Clément Beaune ne fait pas mystère de son intérêt pour la mairie de Paris. Allez, bien sûr, mais c'est évidemment. Alors on est parti jusqu'à la fin de la campagne comme ça, puisque Gabriel Attal maintenant est candidat à la présidentielle, il a abandonné Paris. Après, moi j'entends ce que dit Clément Beaune, c'est frappé sous le coin supposément du merveilleux bon sens. J'entends tout ce qu'il dit. J'entends absolument tout ce qu'il dit. Je rigole simplement de voir cette campagne municipale qui va devenir à peu près aussi odieuse que le reste du climat national en fait. Sébastien Ménard. Alors moi pour l'instant la campagne municipale elle n'est pas ouverte et Dieu sait non mais absolument pas, elle nous intéresse pas. La seule chose qu'il faut retenir c'est qu'effectivement on marche sur la tête à Paris parce que quand on voit l'état du périphérique qui est en travaux depuis 10 ans. 10 ans. Ça fait 10 ans. C'est pas la faute d'Hidalgo. Mais c'est pas de la faute d'Hidalgo. Non, c'est pas de la faute de Françoise Degois. Mais le prix non, mais pourquoi vous faites le prix de la RATP, c'est pas la faute d'Hidalgo. Laissez-moi terminer. C'est-à-dire que le périphérique étant, j'ai pas dit que c'était de la faute d'Hidalgo. Je dis simplement que ça fait 10 ans que c'est en travaux, ça fait 10 ans que c'est pas fini. On veut nous banaliser des voies, on veut réduire le trafic. Quand vous n'avez pas un tiers du périphérique qui est fermé un soir sur 5, ben voilà. Je dis simplement, allez prendre quand vous habitez le périphérique lui-même. Voilà, quand vous habitez la banlieue nord et que vous devez prendre un vol à 6h50 ou 6h30 à Orly et que vous devez traverser la capitale, je vous dis bon courage. Bon courage quand le périph' est fermé. Donc arrêtons d'emmerder les gens et en ce sens, Clément Beaune a complètement raison. Philippe Buja. Rien. Merci Philippe. Non, je trouve que Beaune a raison en l'occurrence. Je l'aime bien d'ailleurs Beaune. Oui, pour c'est marrant. Oui, Beaune, Attal, etc. Non, c'est pas le même genre. Même s'ils ont quelques points communs. Il y a de la jalousie dans ce que vous dites. Pas du tout. Je me moque de Philippe Bilger parce qu'il tombe in love régulièrement de gens et puis après il va. Mais Attal a du charme. Mais on en parlera tout à l'heure. Non. Vous aussi, merci. Françoise, est-ce qu'on peut estimer que des gens ont du talent sans forcément adhérer à leurs idées?
Oui, bien sûr. Et alors? Bravo. Moi, je pense pas que. Vous avez 30 secondes. Ça dépend quel est le talent dont vous parlez. Si vous pensez que Gabriel Attal a du talent, moi, je pense qu'il n'en a pas. Il a un talent de communicant. Non, mais vous pouvez m'expliquer. Il y a 50% de gens. Vous aimez les paradoxes. Mais non, mais je pense qu'il n'a pas de talent. Je pense que c'est un ventilateur. Il faut un talent de communicant pour faire de la politique, Françoise Degois. Écoutez, d'accord, donc Marine Le Pen a du talent, donc Jordan Bardella a du talent. Jordan Bardella, il a des talents de communicant, mais c'est pas ma tasse de thé politique. Mais est-ce que la question n'est pas... a du talent, Marine Le Pen a du talent, mais la question n'est pas celle-là. Mélenchon, il a plus que du talent. On est des éditorialistes politiques, on n'est pas là pour faire sauver Willy ou le journal de Cliff Gadget. Donc, sans déconner, c'est du délire, on est chez les bisounours, là. Mais François, je ne comprends pas là, le raisonnement. Mais je comprends très bien mon raisonnement. Mais Hitler avait du talent. Mais la question de Cécile, elle est ahurissante. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un, voter pour lui et considérer qu'il a du talent? Vous avez vu objectivement, c'est pas possible de raisonner comme ça. Je la trouve très fine. Eh bien, parce que si vous la poussez au bout, Philippe David l'approuve, elle est bonne. Si vous la poussez au bout, Mussolini avait du talent. Mais non, je ne dirais je ne dirais pas du talent. C'est un certain parce que le talent n'est pas une valeur. C'est que vous mettez une valeur. Vous mettez dans le talent une valeur dans laquelle moi je mets pas les mêmes valeurs. Pour vous, le talent, c'est pas la même chose pour moi. Le talent que vous définissez comme tel de Gabriel Attal n'est pas pour moi du talent. J'ai tout compris. simplement. Mais parce que mon talent n'est pas celui-là. Je mets pas. Mussolini n'avait pas de talent au sens où il avait un talent exceptionnel. Attal en a. Appelez-nous, tiens, appelez-nous. Non, qu'est-ce que vous mettez talent? C'est intéressant. Excusez-moi, est-ce que vous pensez qu'on peut. C'est intéressant, moi j'aimerais bien avoir les auditeurs au téléphone. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver du talent à quelqu'un dont on ne partage pas les idées? C'est intéressant. 0826 300 300. Mais c'est ça la question. Cette question ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce que vous qualifiez de talent? L'un des éléments d'une personnalité. On réduit pas Attal au talent. Et donc moi je peux dire que la personnalité d'Attal pour moi est sans talent. J'ai le droit de le dire. Françoise, ça correspond pas aux critères de talent. Vous voulez savoir ce que c'est que le talent? Regardez-moi. Allez, Cécile, j'ai une certitude. C'est-à-dire que heureusement que je réponds pas parce qu'elle serait hyper vexée. Cécile, j'ai une certitude. Françoise Degois est le talent d'Achille des vraies voix. Vous allez... Regardez l'air béat. Et l'autre débile qui applaudit à côté. Le mini Attal. Françoise. Le mini. Et moi, je voudrais parler de quelque chose qui ne buzz pas. Et je ne comprends pas que ça ne buzz pas plus. Je l'ai appris, c'est passé inaperçu. C'est vrai que c'est dans un de nos territoires d'outre-mer, département d'outre-mer. À Saint-Denis de la Réunion, la statue de Bertrand François, Maé de la Bourdonnais, a été déboulonnée de la place publique. Elle avait été vandalisée plusieurs fois pour être mise dans une caserne après restauration. Alors je rappelle qui est Maé de la Bourdonnais. Ça a été notamment le gouverneur des Mascareignes et il a battu les Anglais plusieurs fois, notamment aux Indes, mais il a été esclavagiste. Alors si on regarde avec les yeux du 21e siècle, l'histoire des 15e, 16e, 17e, 18e siècle, on ne peut pas avoir un regard objectif parce que Dieu merci, les mentalités ont changé. Alors si on a déboulonné la statue de Maé de la Bourdonnais, est-ce qu'il faut débaptiser l'avenue de la Bourdonnais qui est dans un beau quartier de Paris dans le 7e arrondissement? Il faut aussi débaptiser les rues Charles de Gaulle parce qu'il y a le meilleur, il y a le 18 juin, mais il y a aussi l'homme qui laisse les harkis et les pieds noirs se faire massacrer pendant la guerre d'Algérie. Il faut débaptiser les avenues où il y a Napoléon Bonaparte, ou les rues où il y a Napoléon. Parce que c'est vrai, il a fait le code civil, mais il a aussi fait des guerres et il a bradé la Louisiane. Il faut évidemment débaptiser toutes les rues Robespierre qui était un tyran sanguinaire. Il y a même encore des avenues Lénine en France, Lénine qui est un des grands criminels de l'histoire, et j'ai même encore trouvé une rue Staline, accrochez-vous bien, qui a fait quand même la bagatelle de 20 millions de morts. Bien sûr. Alors j'en ai marre de ces déboulonnages. On ne peut pas regarder l'histoire du 15e, 16e, 17e siècle avec le regard du 21e siècle et je suis scandalisé qu'on ait déboulonné la statue de Maé de la Bourdonnais.
Françoise de Gois. Je vais mettre un bémol à ce que vous dites. Elle n'est pas déboulonnée du tout, cette statue. Ça a été pris. C'est un accord qui a été passé avec le préfet de la Réunion, donc avec l'État et avec la mairie, avec Erika Barrette. Absolument. Elle n'est pas déboulonnée, elle est déplacée. Oui. C'est-à-dire qu'elle est déplacée. Mais elle n'est plus sur la place publique. Elle n'est plus sur la place publique, elle est dans la caserne face à l'océan. Donc, là, non, mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas. Mais comprenez bien que quand on vous entend parler de déboulonnage, ça y est, on est en train de. Par ailleurs, les exemples que vous prenez sont complètement ineptes. Il n'est jamais excessif. En quoi c'est inepte ? Mais c'est complètement inepte. Vous allez revisiter l'histoire. Là, on parle d'esclavagisme, on parle de meurtre, on parle de. Oui, moi, je pense qu'il y a le fameux général français qui a sévi, dont j'ai oublié le nom, qui a sévi en Algérie. Oui, Bugeaud. Bugeaud. Il faut débaptiser la rue Bugeaud parce que maintenant, on sait ce que Bugeaud a fait en Algérie dans la façon qu'il a eu de traiter les populations civiles. Il n'est pas question de virer Maë de la Bourdonnais de la Réunion. Il est question de le déplacer. C'est moi, pas pareil. J'ai trouvé votre coup de gueule très bon. Allez. Bien sûr, évidemment, mais bien sûr. Vous avez sur l'histoire. Non, mais sur l'histoire, non. Moi, je suis pas d'accord. Vous reprenez chaque personne. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec lui, mais je trouve qu'il a du talent. Allez. Contrairement à vous, Françoise de Gois, je sais pas. Vous avez un certain talent. Allez, on y va, un les amis. certain talent. Puisqu'on va lancer le jeu du sapin de Noël de Sud Radio. Ça, c'est important. C'est maintenant. Vous allez pouvoir jouer pour tenter votre chance de remporter un cadeau de Noël en direct avec nous. Les vraies voix, c'est devant Françoise de Gois, devant Philippe Bilger, devant Sébastien Ménard. Vous allez peut-être remporter une enceinte design et connectée de la marque française Lexon, un livre exceptionnel collector, les gueules du rugby, ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du sapin de Sud Radio. C'est facile. 0826 300 300 et peut-être que si vous voulez de la chance, on va se tourner vers Philippe Bilger. Un chiffre entre 0 et 25, Philippe. 24. 24e appel au standard. On est très contente. 826 300 300 si vous voulez remporter un très joli cadeau et passer de bonnes fêtes de fin d'année grâce à Sud Radio. C'est maintenant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, nous sommes de nouveau à l'antenne. Non, le débat continue, Françoise, hors antenne, et on le sait, 0826 300 300 avec Françoise de Gois ce soir. J'allais dire Emmanuel Macron, tiens. Mais pas du tout, il n'est pas là. Il n'est pas vraie voix. Sébastien Ménard, voilà, c'est le lien que j'ai peut-être fait. Philippe Bilger est avec nous. Méchant, hein. Et tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine ? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée ? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et une histoire pas banale, justement. Non, c'est sûr. Philippe Bilger, une nouvelle plainte contre Gérard Depardieu par la comédienne Hélène Darras. Oui, alors, encore Depardieu, cette comédienne, quand j'ai entendu parler de cette affaire, elle date de 2007, le film Disco, et cette comédienne, avec beaucoup de retard, dit que Gérard Depardieu lui avait touché les fesses et les hanches, et elle dépose plainte pour agression sexuelle. Mon premier mouvement, ça a été de dire... Franchement, ça commence à bien faire, quoi. Voilà, Depardieu est complètement à terre. Tout lui est interdit aujourd'hui sur le plan artistique. Sa santé va au plus mal, mais malheureusement, j'ai appris, et ce matin, comme Françoise, qu'il y a quelque chose qui va sortir sur ces grossièretés, obscénités permanentes lors d'un voyage en Corée du Nord avec Yann Moix. Et puis, pardon de faire une référence personnelle. Je me suis dit, au fond, si on ne vivait pas dans un milieu de qualité, de tenue, il y a parfois une forme de dragage sénile qui me prend. Quand je suis à Sud Radio, on voit de jolies femmes. Je pourrais tenter de dire des horreurs. Philippe, vous avez entendu, je réponds tout de suite, Cécile et Philippe, pardonnez-moi, vous avez entendu l'extrait de complément d'enquête de ce soir. Ça n'a pas de rapport. Non, mais je veux dire, s'il avait eu auprès de lui, en permanence, des gens qui l'auraient dissuadé, même des choses absolument pas scandaleuses. Je veux dire par là, s'il faut avoir une tenue permanente de l'alpha jusqu'à l'oméga, c'est ce qui lui a manqué. Alors qu'il y a eu des films où des gens n'ont pas hésité à lui dire « il faut arrêter de vous comporter comme ça ».
Eh bien, il a obéi. Oui, c'est vrai, mais vous savez, moi, je comprends ce que vous dites. Vous vous souvenez de Jacques Chirac dans un meeting qui est pris en off. Il est en train il a, je sais pas, 75 ans ou 80 ans. Il est en train de dévisager une jolie fille. Par sa femme dessus, par sa femme, bien sûr. Donc on entend bien tout ça. Mais ce qui sort sur Depardieu, au-delà du judiciaire, non, c'est même pas, c'est atroce, c'est sale, c'est obscène. Il parle d'une petite fille qui fait du cheval. Il explique qu'en fait, elle est en train complètement de se masturber sur le cheval. C'est dégueulasse, en fait. C'est dommage. Et voilà, inversement proportionnel à son talent de comédien. Mais du coup, entre son talent de comédien et son talent d'être humain, moi j'ai choisi. Et qui se dégradait aussi, le talent. Un mot, Sébastien. C'est un immense gâchis. Depardieu est un monument de la culture et du cinéma français, c'est indéniable. Sauf que, évidemment, le monde a changé. Voilà, les attitudes de Depardieu sont totalement inadaptées. Les propos qui sont les siens sont condamnables, répréhensibles. Voilà, tout ça est très triste. Mais comme le dit Philippe, ce qui est d'autant plus triste, c'est que personne, quelque part, ne s'est interposé pour lui expliquer que le monde avait changé, que le comportement était totalement inadapté. Allez, on en parle la suite dans un instant avec vous, Sébastien Manner et Françoise de Gois. On parle de quoi, Françoise ? On parle du revirement des présidentes des plus grandes universités américaines. Et avec vous, Sébastien ? Sébastien, il va parler en fait que les vraies voix, elles ont été entendues à la COP28. Eh ben magnifique. Voilà. On parle alimentation. Allez, à tout de suite. On fait un point. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Sébastien Ménard et Françoise de Gois. Le tour de table de l'actu, on évoquait tout à l'heure Gérard Depardieu avec Philippe Bilger. Avec vous, Françoise de Gois, sur cette mardi, les universités Harvard, MIT, finalement, étaient auditionnées par le Congrès européen. C'était auditionné et les présidentes ont eu toutes les trois des mots absolument intolérables. J'ai écouté votre coup de gueule hier, c'était votre coup de gueule. J'avais le sang glacé d'entendre ces présidentes dire ça dépend du contexte quand on leur demandait est-ce que les appels à la violence et au harcèlement des Juifs sont considérés comme... Même à l'extermination. À l'extermination, sont considérés comme semant le trouble sur vos campus. Oui, ça dépend du contexte. C'est une honte absolue. Une telle honte d'ailleurs qu'aujourd'hui, la présidente d'Harvard a eu un tweeté en expliquant « Let me be clear ». J'aurais aimé qu'elle soit claire déjà mardi. Ouais, la veille. Donc elle a dit bien sûr qu'absolument ça correspond au règlement intérieur. Je trouve ça absolument lamentable parce que le mal est fait en réalité. Vous savez, cette vidéo, elle a été planétaire. Elle est devenue virale. Je pense que c'est des 50 ou 60 millions de gens qui l'ont vue. Entendre les plus grandes universités, les plus prestigieuses, de la plus grande démocratie du monde, ces personnes-là se tortiller à la façon la France insoumise pour expliquer, savoir est-ce que ça c'est un trouble à l'ordre sur mon campus ou pas, c'est lamentable. Donc le mal est fait, bien sûr que elles ont rétropédalé de façon tout à fait piteuse. Quand vous savez ce que c'est Harvard, moi j'ai eu l'occasion de visiter, de voir Harvard, etc. C'est le temple vraiment de l'intelligence. Vos professeurs, c'est des prix Nobel. Vous avez Amartya Sen qui vous enseigne l'économie. Enfin, c'est exceptionnel Harvard. J'en avais les larmes aux yeux. Son rétropédalage est tout à fait pitoyable. Et moi, je serais donatrice, quelle que soit ma religion, je serais donatrice. Et je couperai les livres d'Harvard. Et je pense qu'il y a eu des menaces de cet ordre-là. Sébastien Ménard. Comme quoi, il y a une nuance entre l'intelligence et l'instruction. On peut être très instruit et je vais faire plaisir à Cécile, on peut être aussi très con. Là, elles ont beaucoup de talent sur le papier, mais elles n'en ont aucun. Non, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Françoise. Et vous, Sébastien Ménard, COP28 dédié au secteur de l'agriculture, une première dans l'histoire de la COP. Exactement, j'en parlais et ça fait plusieurs jeudis que je vous en parle, puisque j'avais un peu teasé la COP28. Et c'est vrai que Françoise m'avait dit, au lieu de critiquer, attends de comprendre et d'entendre ce qui va finalement ressortir. Et c'est vrai, c'est une première depuis 2017. Depuis 2017, dans toutes ces COP, on ne parlait plus d'alimentation, on ne parlait pas d'agriculture ou vraiment peu. Et là, voilà, bonne nouvelle, les vraies voix ont été entendues, je plaisante, mais à peine. Et 134 États ont enfin signé une déclaration en faveur du développement de l'agriculture régénérative, c'est-à-dire l'agriculture qui n'est pas agressive. Je rappelle quand même que sur le cheminement de l'alimentation, les gens retiennent souvent les dégâts de l'industrie agroalimentaire, mais on a souvent tendance à oublier ce que font les 3,8 millions d'agriculteurs à l'échelle mondiale, ce qui est à la fois beaucoup et très peu.
pour 5,7 milliards d'habitants. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, bon bah donc le miracle. Françoise a eu raison. C'est le miracle. Françoise de Gaulle m'avait dit attends, tu racontes des bêtises. Et c'est vrai que à la COP 28, il se passe aussi parfois des moments de grâce, des moments de concorde. En tout cas intellectuellement, il y a une vraie volonté d'associer dans le cadre de la réflexion sur le climat, sur le réchauffement climatique, les politiques en matière d'agriculture d'abord, d'industrie agroalimentaire ensuite, donc sur l'alimentation. Je suis d'accord avec ce qu'il dit sur le fait qu'on parle toujours de l'agroalimentaire. Vous savez, je vais vous poser une colle parce que ça c'est mes sujets de dada. Est-ce que vous savez sur l'ensemble des surfaces cultivées sur la planète, quel pourcentage est réservé à la culture de la nourriture des élevages? Non, et jusque-là, je ne m'en étais pas préoccupé. 77 ou 80%. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu du niveau où nous en sommes. Là, l'humanité crève de plus en plus de faim et il n'y a que 20% des surfaces cultivables qui sont utilisées pour nourrir les êtres humains. Voilà le désastre et il commence à être corrigé. Vive la COP. Et c'est le défi. C'est le défi alimentaire, c'est le plus grand. Vous pourrez constituer, vous parlez de ce que vous voulez. Tant que vous n'avez pas réglé le problème de l'alimentation, vous avez rien. Et ça, Philippe, Ciotti et Retailleau n'y sont pour rien. Merci, merci, mais c'est vrai, merci beaucoup. Oh, ils vont trouver une solution. Et Marlex, vous oubliez Marlex? Je l'adore. Allez, les amis, on a des choses très importantes à faire puisque nous avons ce grand sapin de Noël Sud Radio. C'est maintenant. Alors, c'est l'occasion aujourd'hui, maintenant, d'ouvrir peut-être le cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Et puis, vous allez pouvoir gagner quelque chose. Et qui est là? Ça tape à la porte. Jean-Christophe est avec nous. Bonsoir, Jean-Christophe. Bonsoir, Jean-Christophe. Bonsoir à toute l'équipe. Comment ça va, Jean-Christophe? Ça va très bien, je vous remercie et vous-même. Oui, vous nous appelez d'où? Je vous appelle, alors je suis de Mont-de-Marsan, mais je rentre de Bordeaux, donc je vous appelle entre Mont-de-Marsan et entre Bordeaux et Mont-de-Marsan. Vous faisiez quoi à Bordeaux? La fille, ne répondez pas, c'est une blague, ne répondez pas. Alors vous savez, je peux. On va regarder ce que vous avez gagné, si vous avez gagné quelque chose, écoutez. D'accord. Alors déjà, c'est une très bonne nouvelle puisque vous avez gagné un très joli cadeau. Votre enceinte Bluetooth JBL avec laquelle vous pourrez écouter toute la journée, bien entendu, les vraies voix sur Sud Radio, offerte par la Confédération des buralistes qu'on embrasse. Et c'est un cadeau, bien entendu, aussi offert par Sud Radio. Et votre ballotin de chocolat fin de truffes moelleuses de Jeff de Bruges. Et c'est un coffret de 1 kg de chocolat fondant, croustillant, pour les fesses. C'est bon. L'utile et l'agréable. Il a les deux. Vous avez gagné ces deux cadeaux. Sud Radio est généreuse avec les buralistes. Franchement. Je vous remercie infiniment. Et je les remercie également. C'est nous qui vous remercions infiniment de nous écouter. Vous nous écoutez souvent, Jean-Christophe? Quand je peux, en voiture, oui. Je suis actuellement en formation, je suis contractuel pour occuper un poste de professeur en collège. Oui. Donc je suis pas mal sur la route en ce moment, donc j'en profite. J'étais chauffeur avant, donc je vous écoutais, pour être honnête, plus souvent quand j'étais chauffeur. Voilà. En tout cas, on croise les doigts. Oui, écoutez, en sirotant des Jeff de Bruges, c'est plutôt pas mal. Et on embrasse les Landais. Merci beaucoup, Jean-Christophe, d'avoir joué avec nous. On vous embrasse très très fort. Et dans un instant, on va revenir sur cette information. Les policiers municipaux qui se mettent en grève des PV, ils réclament de meilleures conditions de départ en retraite et une plus grande reconnaissance. On va en parler avec cette question. L'importance des policiers municipaux est-elle sous-estimée? Pour l'instant, vous dites oui en majorité. Et Cédric Michel est avec nous, président du syndicat de défense des policiers municipaux. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être là. Est-ce qu'il est... Je ne sais plus. Je voulais vous poser une question géniale et je ne sais plus ce que j'en ai fait. Est-ce que l'on sous-estime? Voilà. Le risque des policiers municipaux, souvent primo-intervenants. Ça, c'est important. Absolument. Tous les jours, les policiers municipaux risquent leur peau pour la sécurité de tous. Pour ça, on vous remercie. 0826 300 300. On en parle dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec les Vraies Voix du jour. Philippe Bilger, Françoise de Gaulle et Sébastien Ménard qui travaillent dans la foodtech, mais pas que, qui est capable aussi de commenter l'actualité. Et avec Philippe David, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 tout de suite. Le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio,
Le coup de projecteur des vraies voix. Et avec cette information, des policiers municipaux se mettent en grève de PV. D'autres envisagent de faire de la grève pour les JO. Des mouvements de fronde dans les polices municipales. Récemment, la première ministre évoquait l'idée de leur donner plus de prérogatives, mais eux veulent aussi une reconnaissance et de meilleures conditions de retraite. Ils refusent, disent-ils, de servir de palliatif à moindre coût du désengagement de l'État. On va en parler, bien entendu, avec cette question du jour, Philippe. Avec cette question du jour, l'importance des policiers municipaux est-elle sous-estimée? Et pour le moment, sur Twitter, vous dites oui à 80. Attendez, à 80, il n'est pas épinglé. Eh ben, il était c'est pas grave, à 80 et quelques pourcents, il était à 80 tout à l'heure. Et pour en parler, Cédric Michel est avec nous, président du syndicat national des policiers municipaux. Syndicat de défense des policiers municipaux. Oui, on va faire le tour des vraies voix. Philippe Bilger, est-ce que c'est pas finalement la nouvelle police de proximité, la police municipale? Sûrement, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai toujours trouvé que la police municipale, et pardon pour la banalité, est très utile à partir du moment où elle a un lien fort et j'allais dire organiquement respectueux avec la police nationale. Mais il me semble à deux conditions. D'abord, il faut que la formation des polices municipales, où qu'elles agissent, soit parfaitement assurée. On ne peut pas permettre à n'importe qui, et je sais que ça n'est pas le cas, mais on pourrait améliorer la formation encore de la police municipale. Deuxième élément, il est très important. Moi, je suis tout à fait partisan qu'on augmente les pouvoirs de la police municipale à condition que ce qui ne marche jamais en France soit pour une fois mis en œuvre de manière cohérente, le contrôle. Si on donne des pouvoirs, il faut en contrôler l'exercice et l'application, parce que parfois il peut y avoir des dérives et donc c'est fondamental. Mais sinon, vive la police municipale lorsqu'elle accomplit correctement son travail. Françoise Degois. Mais souvent elle accomplit le travail très très bien, et elle aussi bien que des policiers, j'ai envie de dire normaux. Vous imaginez un peu comment c'est compliqué de parler des policiers municipaux en réalité. Moi je vois, on parle pas des zones gendarmerie, c'est-à-dire des zones rurales, mais sur les bords de mer, je vois bien entre Hyères, un endroit que je fréquente beaucoup, il y a que la police municipale sur ces petits, parce que le commissariat central il est loin, et puis tous les bleds du bord de mer où il se passe quand même beaucoup de choses, je vois toujours que c'est les policiers municipaux. Je discute beaucoup avec eux, et honnêtement, au-delà des stages, je vous rejoins dans tout ce que vous dites, je pense que vraiment il y a un problème aussi d'argent. Moi je ne cesse de le dire, la rémunération c'est aussi ce que dit l'État d'une profession. Comment je vous considère, comment je considère les policiers, la pénitentiaire, comment je considère les policiers surtout municipaux. Sur des métiers à risque. Exactement. Un policier municipal, il peut prendre, regardez, vous vous souvenez de notre jeune policière municipale qui a été vraiment assassinée en réalité. Clarissa. Et moi, ça me brise le cœur. Ahmed, le premier qui croise les frères Kouachi, c'est un policier municipal sur un vélo. Oui. Donc, moi, je suis à fond pour augmentation de salaire. Moi, je vais vous parler de mon expérience d'élu local à Biarritz. Il n'y a pas de tranquillité publique à Biarritz sans la police municipale. Il n'y a pas d'élucidation des faits de voie publique sans la police municipale. Et pourtant, nous, contrairement à ce que dit Françoise, on a du bol. On a un commissariat, on a la police nationale, on a l'été des effectifs renforcés avec des effectifs de CRS, etc. Il n'en demeure pas moins que nous, on a été obligés en 3 ans d'augmenter de 15% les effectifs de policiers municipaux, de mettre en place un centre de supervision, monsieur connaît ça par cœur, supervision urbaine avec des caméras. On a armé la police municipale et on va encore augmenter de 30% les effectifs. Voilà, et c'est pas que de la popole, j'ai envie de dire. C'est pas parce que Maïdera Rostegui, maire de Biarritz, a décidé d'en faire son cheval de bataille, mais c'est parce que c'est une demande de la population. Mais au-delà de ça, c'est une réalité. Tu le sens. Mais tiens, avant de lui donner la parole, est-ce que vous êtes tous d'accord pour armer la police municipale? Évidemment. Ah, moi, je serais pour. Oui, Françoise? Je ne sais pas, ça dépend vraiment sous conditions. Évidemment, il faut vraiment des conditions. Nous, on l'a voté, on l'a fait. Cédric Michel, il y a un gros problème dans la police municipale vu le nombre de grévistes en ce moment. Alors, il y a un gros problème. Bon, déjà en préambule, je voudrais, par rapport à ce que vous avez dit un petit peu tous, redresser quelques petites erreurs. Sur le plan de l'information, aujourd'hui, les policiers municipaux sont très bien formés. Ils sont nommés stagiaires pendant 1 an, ils ont 6 mois d'école, ils sont très très bien formés. Ils ont 2 agréments. Un agrément par le préfet, un agrément par le procureur de la République, ce qui garantit des conditions d'honorabilité maximales. Il n'y a aujourd'hui plus de doute
plus de doute sur la formation des policiers municipaux qui sont recrutés sur un concours qui est quand même très difficile. Ensuite, effectivement, les policiers municipaux ont un rôle de proximité fondamental. C'est la première force de voie publique. Et c'est parce que c'est la première force de voie publique qu'en 2020, ce sont les policiers municipaux qui ont neutralisé le terroriste à Nice, dans la basilique. Je l'avais oublié, tiens, s'ils n'avaient pas été armés, ils n'auraient pas pu protéger leur propre vie, et encore moins celle des citoyens. En 2016, toujours à Nice, au 14 juillet, qui ont été les premiers à ouvrir le feu sur le camion fou? Ce sont les policiers municipaux. Le gang de Redouane Faïd, c'est vrai. Clarissa Jean-Philippe, malheureusement, eh bien, c'est bien la preuve que les policiers municipaux, dans tous les cas d'espèce, que ce soit le terrorisme ou la délinquance ou même la grande délinquance, sont confrontés de plein fouet en primo-intervenant face à la délinquance, face au terrorisme, face à la petite délinquance. Et puis la vie des gens aussi, on est d'accord. Parce que vous êtes incroyable dans le dialogue. Moi, je vois le temps que vous prenez pour discuter. Vous voyez les gens quand même, vous les reconnaissez. Donc c'est ce que disait Philippe David. Vous êtes une vraie police de proximité maintenant. C'est le terrain. C'est vraiment le terrain. À partir du moment où on est sur le terrain, et à partir du moment où on est voué à protéger la population sur le terrain, nous sommes les premiers à intervenir. Et nous sommes les premiers à intervenir sur tout type de situation. Donc l'armement, la question de l'armement que vous posiez, vous disiez oui peut-être. Mais oui peut-être, aujourd'hui, dans l'insécurité actuelle dans laquelle nous vivons, si un policier municipal ne peut pas se protéger sa propre vie, il ne pourra pas défendre les citoyens. Non, mais je suis d'accord, c'est un vrai sujet. Je voudrais rappeler, aujourd'hui nous sommes quand même en vigipirate, alerte, attentat. Le ministre de l'Intérieur... On a tendance à l'oublier quand même. Le ministre de l'Intérieur fait publier une lettre circulaire, comme les lettres circulaires précédentes, où il demande aux maires de mobiliser leurs services de police municipale dans les lieux les plus dangereux, les lieux de culte, les lieux de rassemblement de population, juive ou musulmane. Ce sont les policiers municipaux que l'on affecte dans ces missions. Toujours. Lorsqu'il y a eu des émeutes, au mois de juin, le ministre de l'Intérieur, Darmanin, s'est empressé de faire une lettre circulaire en demandant aux maires de mobiliser leur police municipale. Alors, il faut bien armer les policiers municipaux si on veut faire face à des émeutiers. Je suis d'accord. Lorsque le maire de Grenoble a sorti les policiers municipaux durant ces émeutes pour leur faire garder des bâtiments, Darmanin s'est déplacé à Grenoble et a dit « Monsieur le maire, vos policiers municipaux, leur rôle, ce n'est pas d'être dans les bâtiments, c'est d'être dans la rue face à la délinquance ». Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les policiers municipaux ne sont pas confrontés de plein fouet à la délinquance. Et c'est pour ça qu'il faut les armer. Je peux avoir une question? C'est quoi la différence? Parce que j'ai un sentiment que vous faites exactement la même chose que les policiers nationaux. Quelle est la différence de salaire? Alors, allons-y parlant clairement. Moi, je suis à fond pour le salaire. Reste. Non, on l'a vu, franchement. Non, mais moi, pas pour moi. Je suis syndicaliste. Mais vous avez raison. Non, je suis à fond. Alors, c'est quoi? Vous voyez sur le terrain, par rapport à une gardienne de la paix, les missions sont similaires. Pourtant, lors du recrutement, on est au minimum à 500 € d'écart en début de carrière, et ça ne fait que s'accroître jusqu'à la fin de carrière. Et je ne parle même pas de la retraite des policiers municipaux. Un policier municipal part la retraite au niveau du seuil de pauvreté. Un peu plus de 1 000 € par mois. C'est indigne. On a le fossé est gigantesque avec nos homologues de la police d'État. Alors que à quel prix pour se faire trouer la peau? Nous avons évoqué ceux qui sont morts, les policiers municipaux qui sont morts sur le terrain. Tous les jours, ils se font cracher dessus, les policiers municipaux. Ils se font bastonner. Tous les jours, la presse locale relate des cas de violence dont sont victimes les policiers municipaux. Aujourd'hui, le traitement qui est réservé aux policiers municipaux, le salaire qui est réservé aux policiers municipaux est indigne. Ah oui, vraiment, c'est indigne, absolument. Et alors, ça c'est la revendication forcément sur la retraite, mais il y en a d'autres, forcément. Alors effectivement, pour les retraites, nous demandons... le même régime, finalement, l'égalité avec nos homologues de police d'État. C'est-à-dire que notre régime indemnitaire, qui peut aller jusqu'à plus de 30% du salaire, soit inclus dans le calcul des droits à la retraite. Parce que, comme je vous l'ai dit, 1 100 € par mois, 1 000 € par mois à la retraite, c'est inadmissible. On est d'accord. Ensuite, c'est la revalorisation
des salaires. Ça ne peut plus durer. Donc les deux grands axes aujourd'hui sociaux des policiers municipaux, c'est le salaire et la retraite. Sébastien Ménard, le mot de la fin. La police municipale étant quelque part sous la houlette du premier magistrat de la ville, à savoir le maire, il faudra aussi que la police municipale ait les mêmes prérogatives et les mêmes pouvoirs. Parce que parfois, quand vous faites intervenir la police municipale, en matière d'interpellation, etc., est obligée d'appeler la police nationale pour procéder à l'interpellation. Ce qui, dans la quotidienneté, crée à la fois un sentiment, je vais vous répondre que c'est faux. Ah bon ? C'est pourtant ce qui se passe. Eh bien, je ne sais pas comment ça se passe à Biarritz, mais c'est faux. Parce que les policiers municipaux, comme les gardiens de la paix, et je parle sous le contrôle d'un ancien magistrat, procureur de la République, un APJ, un agent de police judiciaire, ou un agent de police judiciaire de l'article 20 de gardien de la paix, lorsqu'il fait une interpellation, conduit à l'OPJ, l'OPJ de la police nationale. Que ce soit le gardien de la paix de la police nationale comme le gardien de police municipale, lorsqu'il effectue une interpellation, il conduit à l'OPJ. Et c'est l'OPJ de la police nationale. Mais il y a plus de chances d'avoir un OPJ dans la police nationale que dans la police municipale. Sur le terrain, le boulot des OPJ, ça reste de faire du judiciaire. Donc, c'est passionnant. Hein. Ouais, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup Cédric Michel d'avoir été avec nous, président du syndicat national du syndicat de défense des policiers municipaux. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous avons un auditeur qui vient de nous appeler en disant qu'il réclamait 3 heures d'émission des Vraies Voix. Mais on les a déjà. Voilà, on les a déjà. Oui, c'est ça. Mais heureusement que on remercie cet auditeur. Hein. Oui, on l'embrasse d'ailleurs. Merci beaucoup les amis. Merci Françoise. Merci Philippe Bilger. Merci Sébastien Ménard. Bonsoir. Dans un instant, nous allons fêter les 50 ans. Alors ça, c'est très important. Les 50 ans de BMW en France. On est la première filiale dans laquelle le BMW s'est installé il y a 50 ans. C'est génial. Avant tout le monde. Ça nous passionne. Et ils arrivent avec pas mal de petits cadeaux dans leur coffre. Génial. Mais ce sera pas pour vous. Pour que l'émission soit réussie, il est bon que je parte. Oui. Allez, à tout de suite, on fait une pause.